à comprendre que cette bataille contre les médias, elle est essentielle, elle est stratégique pour la dissidence de ce pays. Elle est vraiment stratégique. Si vous voulez renverser le système, il faut commencer par là. Il faut absolument que nous reprenions le contrôle des médias. Il n'y a pas besoin de verser dans la violence ou de faire des trucs débiles. Je vous assure que si on était une semaine, on fait notre Euro-Maïdan à nous, hein, le Maïdan français, mais on n'est pas sur une place publique à la con, à place de la République. Non, on est là tous les jours, devant France Télévisions, devant Radio France, et on revient tous les jours. Je vous assure que c'est une pression monumentale pour des journalistes larbins. Parce que quand ils vont aller fumer leur clope en bas de leur bâtiment de travail, aller boire leur petit café, et qu'ils voient des milliers de perdus qui sont là tous les jours, qui les regardent de manière patibulaire, le premier jour, ils peuvent se foutre de notre gueule. Hein. Le deuxième jour, ils commencent à s'inquiéter. Le troisième jour, ils vont voir leur directeur et ils disent vous faites quelque chose, vous discutez avec eux, mais là, on a peur, on va plus revenir travailler si vous faites pas en ligne éditoriale. Vous gardez tout le reste, vous avez France Info, France Culture et toutes les autres conneries. Vous continuez votre propagande sur tous les autres canaux publics. Nous, on en prend un seul, on le redonne aux Gilets jaunes, on le redonne à la dissidence politique du pays. Et contrairement à vous, on ne va pas inviter que les gens qu'on aime bien, on va aussi inviter les gens qu'on n'aime pas. Et justement, on va leur poser des questions que vous ne voulez pas leur poser. Parce que ça vous gêne de leur poser des questions dérangeantes. Nous, au contraire, on les invitera et s'ils ne veulent pas venir, on les épinglera. On leur dira, voilà, cette personne, elle a refusé de venir livrer son opinion parce qu'elle avait peur de nous, elle avait peur de nos questions. C'est vrai que l'oligarchie n'a pas peur des questions des journalistes. Elles sont très gentilles, les questions des journalistes. Est-ce que vous avez entendu un seul journaliste poser la question à un ministre? Et alors, pour Nord Stream, on en est où? La France a investi 1 milliard d'euros avec Total, 1 milliard d'euros, pour s'assurer que notre approvisionnement en gaz nécessaire à notre industrie et au chauffage de nos appartements à moindre coût, parce que c'était des contrats à long terme, 25% de notre approvisionnement en gaz continental, donc pas besoin de payer des bateaux avec du gaz liquéfié qui demande des hautes technologies, des infrastructures coûteuses, et puis des contrats de court terme qui sont très chers. On avait des contrats à long terme, avec des approvisionnements en gaz à pas cher, avec 1 milliard d'investissements français. Ça a été saboté. Avec Nicolas Tenzer, avec tout un tas de va-t-en-guerre néocons qui vont ne cesser de saturer l'espace médiatique pour dire à quel point les Français devraient absolument livrer des armes qui puissent agir en profondeur dans la Russie, tout en méprisant le fait que, on fait un pari avec la vie des Français, mine de rien, parce qu'il est gentil le père Poutine, hein. Je trouve que pour le moment, face au faucon qui existe en Russie, il tient la route. Il n'a pas décidé de répondre en envoyant une bombinette nucléaire ou ne serait-ce qu'une volée de missiles sur la France en réponse à ces livraisons d'armes et de munitions que vous appelez de vos voeux contre la Russie. La Russie qui, du point de vue de notre intérêt national, représente par rapport à l'Ukraine 10 fois plus d'intérêts commerciaux et économiques, et là je vous parle bien de ce que la France exportait en matière de logiciels, de pièces aéronautiques par centaines de milliards d'euros, hein, ça c'est ce qu'on faisait avec la Russie avant l'ère des sanctions, que ça ne l'a jamais été avec l'Ukraine, qui est juste un concurrent agricole, et c'est tout. L'Ukraine qui n'a pas de titane à nous livrer, qui n'a pas de gaz à nous livrer, qui n'a pas de pétrole à nous livrer, contrairement à la Russie. Alors oui, je sais, vous n'allez pas poser la question à nos politiciens chéris, où on en est avec l'enquête sur le sabotage de Nord Stream. Vous savez, on a investi 1 milliard d'euros là-dedans, de telle façon à ce que nous ayons des contrats longs, c'est-à-dire pas chers, hein, des contrats de long terme sur notre approvisionnement en gaz qui est nécessaire à notre industrie. Notre industrie nécessaire, intérêt national. Vous voyez à peu près où ça se loge l'intérêt national. Il se trouve aussi que durant 2 guerres mondiales, ne vous en déplaise, si on a réussi à ne pas parler allemand, c'est bien parce que nous avions la Russie de l'autre côté de la frontière allemande qui était là pour faire appui et qui aujourd'hui est aussi un allié stratégique pour lutter contre l'hégémon américain pour lequel vous vous aplatissez.
Ah, je veux dire, si on n'a jamais vu autant de prostitution qu'à LCI. Il y a plus de prostituées ici qu'au bois de Boulogne et au bois de Vincennes. Vraiment, c'est dingue. Et c'est assez intéressant de voir à quel point vos critères éthiques et de déontologie que vous torchez avec tous les matins, puisque à aucun moment vous allez mettre face à ce Nicolas Tenzer ou à l'Applaudi des gens qui vont parler non pas de la Russie comme un pays magnifique, etc., mais qui vont simplement parler de nos intérêts nationaux et les confronter face à nos intérêts nationaux. Ça n'a pas l'air de vous intéresser, nos intérêts nationaux. Je sais que quand on est un peu bourgeois, on est un peu hors sol aussi. Hein, les gueux, on leur crache à la gueule du haut de sa tour d'ivoire, de TF1, de LCI, parce qu'on vit à Boulogne dans des beaux quartiers, dans des gens avec des bons salaires, et que voilà, on peut se permettre d'être hors sol. Hein, bon, vous n'avez pas de bunker anti-atomique, mais ça, vous êtes tellement con et hors sol que vous y réfléchissez pas. Vous considérez que les États-Unis, c'est un pays magnifique, on a raison d'être leur larbin, ils ont beau nous écouter avec la NSA, défoncer des accords commerciaux sur des ventes de navires, ils ont beau saboter un fameux gazoduc dont il ne faut pas parler, hein, tout ça, ça vous dérange pas. Notre allié est américain et on ne cherche pas à réfléchir là-dessus. Bruxelles qui abolit complètement notre souveraineté, ça vous fait pas réfléchir, hein, je veux dire, il n'y a pas de souveraineté à revendiquer pour le peuple français. La Constitution, c'est pareil, on se torche avec la souveraineté nationale, nous n'avons plus de raison de la revendiquer, nous ne sommes pas en démocratie. Alors vous aimez bien parler d'état de droit à la place. Ça permet de bien dire, vous fermez vos gueules, il n'y a plus de pouvoir politique pour le peuple français quant à changer les lois qui l'oppriment, qui sont mal foutues. Maintenant, nous sommes dirigés par des petits fonctionnaires larbins d'oligarchie qui siègent à Bruxelles, et le peuple français ferme sa gueule. Il n'a pas de souveraineté à revendiquer, pas de maîtrise de sa monnaie, de ses intérêts de défense, de sa diplomatie. Hein, et puis, vous n'allez pas vous poser des questions. Par exemple, Benjamin Haddad, qui va l'inviter pour lui poser des questions sur le fait que ce mec-là est associé à tous les intérêts étrangers prédateurs, hein, que c'est clairement un traître au sens du droit pénal, que ce type-là agit pour des intérêts étrangers, mais personne ne va lui poser la question. Personne. Parce qu'à LCI, on est des bons petits larbins, on n'est pas des journalistes. Alors, soit vous avez été recruté parce que vous êtes complètement idéologisé et débile, ce qui est à mon avis 90% de la raison pour laquelle vous nous servez cette soupe, cette propagande, soit vous êtes vraiment des gens corrompus jusqu'à la moelle, hein, vous savez pertinemment que vous mentez sur un grand nombre de dossiers, que vous ne voulez pas informer les Français, mais leur asséner une propagande tonitruante, propagande de guerre qui est d'ailleurs interdite fondamentalement. Vous savez, on a ratifié des traités internationaux qui interdisent la propagande de guerre. Ça ne vous dérange pas. De même que désinformer, c'est interdit par la loi. Hein, vous avez des lois sur la presse qui interdisent de véhiculer des mensonges par voie de presse. Donc, nous, on en a un peu assez, on ne vous le cache pas, et on pense qu'un jour, vous allez aller en prison. Non, c'est bon. Vous allez aller en prison parce que le jour où les gueux vont renverser ce système, ils vont commencer par les journalistes larbins. C'est vous qui faites élire des va-t-en-guerre, des traîtres à la patrie. C'est vous qui leur assurez la possibilité d'être visible, et c'est vous qui censurez toutes les voix d'opposition. Les voix d'opposition réelles, je parle. Hein. On va pas dire que le RN et la LFI, c'est l'opposition. Ces gens-là, je veux dire, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'eux? C'est des marioles. Hein, les gens qui ont un peu d'éducation vous parlent de droit, vous parlent de géopolitique, vous parlent d'économie, vous parlent d'intérêt national, vous parlent de constitution. Ces gens-là sont des marioles. C'est pas des opposants. Mais même eux, d'ailleurs, qui sont des demi-opposants, vous les invitez pas sur les dossiers intéressants. Donc, puisque vous avez décidé de maintenir cette propagande de guerre, de ne pas inviter des contradicteurs à l'applaudi et consorts, ben sachez qu'un jour, je vous l'assure, nous prendrons le pouvoir d'une façon ou d'une autre, et on ne vous lâchera pas, on n'oubliera pas toute cette propagande que vous aurez assénée pendant des années contre nos intérêts nationaux,
on ne vous lâchera pas, vous serez virés non seulement parce qu'on nationalisera tous les grands médias privés, le temps de pouvoir jeter en prison les journalistes larbins qui ont assuré cette propagande, et de pouvoir rendre au peuple des médias qui sont actuellement sous le contrôle d'intérêts mercantiles et qui ne sont pas dans l'intérêt national, qui méprisent la démocratie. Et d'ailleurs, vous êtes tellement peu démocrate, hein, vous aimez tellement parler de démocratie, mais vous n'avez pas un échantillon sur vous, que vous n'avez jamais été foutu d'envoyer un journaliste ou un médiateur de votre chaîne pour venir discuter avec nous. Pour venir nous dire, bah écoutez, puisque vous dites qu'on dit de la merde, que ce qu'on dit est faux, que c'est de la désinformation sur l'Ukraine ou sur un autre sujet, eh ben on va vous inviter, envoyez-nous quelqu'un, et puis on va vous mettre face à la Podi, à Nicolas Tenzer et d'autres, et puis on verra bien si ce qu'on dit c'est de la merde et si vous avez des choses plus intéressantes à dire. Hein, on pourrait vous donner des noms de gens très intéressants que vous pourriez inviter pour pouvoir leur apporter la contradiction. Mais ça ne vous intéresse pas, la contradiction. Ce qui vous intéresse, c'est asséner la propagande. Et ça, je vous assure que les gueux n'oublient pas. On a une mémoire. Ne croyez surtout pas que ça restera impuni. Ne le croyez surtout pas. Et normalement, on est bon. Alors oui, heureusement que je suis là au nom de l'Élysée qui m'envoie. Je suis l'envoyé spécial de l'Élysée, car Choupini a beaucoup de travail. Et je suis Jean Brichel et je voudrais rétablir la pluralité des opinions, parce que monsieur a parlé longuement, je vais parler aussi longuement, pour rassurer ses amis journalistes, nos journalistes, c'est nous qui les payons avec notre argent, enfin votre argent, l'argent des gueux, mais en fait nous l'avons à notre profit et ils disent la vraie vérité, celle qui restera dans les livres. Eh bien oui, il y avait au début du XXIe siècle d'ignobles cafards, de la vermine, des cloportes, hein, des naturopathes, des antivax, des gens d'extrême droite, des dingos, des fous furieux qui répandaient des mensonges, prétendaient que ma poitrine était plate, des platistes, vous imaginez, qui croient que ma poitrine est plate, alors que ma poitrine est la plus belle poitrine qu'on ait jamais vue à l'ouest du Pécos, et même à l'est du Pécos. Et moi, Brigitte, enfin Chybrite Cramon, eh bien, je viens soutenir ces journalistes qui disent la vérité vraie. Je voudrais aussi envoyer mes messages d'amitié à notre cher Rudy, à notre cher Tristan, à tous ces braves gens qui veillent au sein de Conspiracy Watch, qui sont payés par la Fondation pour la mémoire de la Shoah, dirigée par notre grand ami David de Rothschild, qui est vraiment notre grand ami, qui a amené Choupinet avec moi au pouvoir et jusqu'à la fin des temps, car nous allons changer la Constitution grâce à ces amis qui veillent à la vérité vraie et qui, eux, ne sont pas des cloportes, des vermines, qui, eux, sont des coccinelles de l'information, n'est-ce pas? Ah, coccinelles, excusez-moi, j'ai dit un mot qu'il ne fallait pas dire, enfin des abeilles de l'information, ils butinent beaucoup, ils ramassent beaucoup de butin pour maintenir la vraie information. Eh bien voilà, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je rappelle que même à l'Élysée, nous avons aussi nos cloportes, comme l'a dit Bruno Le Maire, les cloportes qui sont dans les rainures du parquet à l'Élysée, et nous allons faire le ménage, nous allons éradiquer toute cette gangrène pour assainir le paysage, et donc je suis venu dans cette manifestation apporter la voix de la contradiction, comme il y en a dans tous les médias, des médias, les bons médias, nos médias à nous. Voilà, je vous remercie tous, au revoir. Et j'aimerais bien d'ailleurs que vous invitiez l'auteur de ce livre là que je vais lire, qui s'appelle Patrick Passin, qui a écrit justement un livre sur l'Ukraine, qui a étudié un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, c'est un gros livre hein, quand même qui fait à peu près 300 pages. Il y a pas mal de contenu. Et à un moment donné, en fait, il va simplement parler de la chronologie des 15 jours, des 8 jours pardon, qui précèdent le début de l'opération militaire spéciale. Je vais vous lire en fait simplement ce petit extrait-là. Pour montrer que, alors évidemment, il faut bien penser qu'avant ça, il y a plein de choses qui sont passées, mais déjà simplement en regardant ces 8 jours qui ont précédé l'invasion, entre guillemets, il s'est passé plein de choses.
Donc, mardi 15 février, les observateurs de l'OSCE ne révèlent que, entre guillemets, 31 explosions sur un total de 153 violations du cessez-le-feu ce jour-là, contre 250 environ en moyenne pour chaque journée de 2021. Donc en fait, je rappelle bien que il y avait régulièrement en fait des explosions, des attaques, des violations en fait du cessez-le-feu qui se faisaient tous les jours, qui étaient en moyenne de 250 par jour, dans un pays qui attaquait sa propre population. Donc le 15 février, 153 violations. Le mercredi 16, soudainement, les violations et les bombardements se multiplient contre le Donbass, atteignant le chiffre de 591, quasiment 4 fois plus que la veille. Alors en fait, 591, c'est 4 fois plus vraiment de bombardements, d'explosions. Il faut savoir en fait que pourquoi en fait du 15 au 16, tout à coup, il y a ce gonflement des explosions, des attaques. C'est simplement parce qu'en fait les États-Unis avaient dit que la Russie aurait dû attaquer l'Ukraine le 15 et ça s'est pas fait comme ça. Donc le 16 en fait on a ces attaques. Le 17, augmentation se poursuit à 870 violations et bombardements. Le 18, il s'intensifie encore avec plus de 1566 violations dont 1400 explosions et l'envoi d'armes lourdes interdites par les accords de Minsk. Les gouvernements de Donetsk et de Lugansk font alors se replier plus de 100 000 personnes vers l'oblast de Rostov, excusez-moi pour l'accent, en Russie, afin de mettre à l'abri. Je m'enquiers de savoir si notre jeune auteur, Fena Savenkova, merci, en fait partie, car elle est l'une des cibles à abattre pour mon site Mirotvoresk, excusez-moi. J'ai été malheureusement élevé à la méthode globale et j'ai un peu de difficultés à lire les mots que je ne connais pas déjà. Le même jour, réunissant le gratin de l'OTAN, la conférence sur la sécurité débute à Munich. L'un de ses invités les plus attendus est le président Zelensky. Le samedi 19, lors de son intervention, il déclare vouloir dénoncer le mémorandum de Budapest de 1994 pour doter son pays de l'arme nucléaire face à la Russie, qui a pourtant signalé à de multiples reprises que c'est une ligne rouge à ne pas franchir. Les deux républiques décrétèrent la mobilisation générale sans compter les autres violations. Il se produit encore 1400 bombardements ce jour-là, selon l'OSCE, qui ont quadruplé depuis le début de la semaine. Qui dit bombardement dit acte de guerre. Le dimanche 20, dans la nuit, l'Élysée annonce que le président américain et russe ont accepté de venir à un sommet à Genève à l'initiative d'Emmanuel Macron. Voici pourtant ce que lui a répondu Vladimir Poutine le 18 lors d'un échange téléphonique rendu public. J'ai toujours beaucoup de plaisir à dialoguer avec toi parce que nous sommes dans une relation de confiance. Donc Emmanuel, je te propose d'inverser les choses. Avant toute chose, il faut préparer cette réunion en amont. Ce n'est qu'après que nous pourrons parler, parce que si on vient comme cela pour parler de tout et de rien, on va encore nous le reprocher. Les conditions n'ont manifestement pas été réunies, car la Russie dément le lendemain avoir donné un tel accord. Les bombardements continuent et dépassent désormais le chiffre de 2000. Le lundi 21, la Douma d'État russe adopte le projet de loi reconnaissance officielle des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Il est approuvé par le président Poutine, qui signe les décrets, puis les accords et traités d'amitié, de coopération et d'assistance avec les dirigeants des deux républiques venus en urgence à Moscou. Tout est organisé dans la journée et semble se précipiter. Par exemple, il sera remarqué que les drapeaux des deux républiques sont absents, ce qui accrédite l'impression d'improvisation de dernière minute. Le samedi 22, ces accords sont ratifiés par l'Assemblée fédérale de Russie. Pensez que cette reconnaissance arrêtera l'escalade militaire paraît logique, car attaquer le Donbass, c'est désormais attaquer la Russie. Pourtant, les actions des forces armées ukrainiennes continuent de gagner en intensité.
L'opération spéciale a donc été décidée dans l'urgence face à l'imminence d'une attaque, laquelle a été confirmée ensuite par la découverte du degré inouï d'armement et de concentration des forces ukrainiennes au nord de Donetsk. Donc au point d'une frappe nucléaire tactique aurait pu détruire cette armée en un instant. La Russie ne peut évidemment prendre une telle décision. Néanmoins, lui est-il possible de laisser la population russophone du Donbass sans défense face à la menace du génocide ou nettoyage ethnique? Non pour les autorités russes. Mardi 22, par suite de la reconnaissance russe des deux républiques du Donetsk, l'Allemagne suspend l'autorisation du gazoduc Nord Stream 2 d'une capacité de 55 milliards de mètres cubes par an, soit à peu près le montant importé en Russie en 2020. Mercredi 23, l'Union européenne adopte, entre parenthèses déjà, un paquet de mesures supplémentaires visant 555 personnes, dont les 351 membres de la Douma de l'État russe et 52 entités particulières de la Banque centrale. Le plus haut diplomate de l'Union européenne, Josep Borrell, continue de faire preuve de diplomatie. Il dit « De telles décisions sont illégales et inacceptables. Elles violent le droit international, l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine, ainsi que les engagements internationaux de la Russie et aggravent encore la crise. » Nous verrons ci-dessous que les affirmations ne sont pas tout à fait exactes du point de vue du droit. Question à J. Borrell. Tandis que l'armée ukrainienne bombarde les civils sans défense, que faites-vous pour arrêter la catastrophe? Pourtant, les actions de guerre sont illégales et inacceptables. Elles violent le droit international, et même les accords de Minsk, dont vous n'avez peut-être pas encore entendu parler. Jeudi 24, 5h48, heure de Moscou, entre guillemets, j'ai pris la décision d'une opération militaire spéciale, annonce le président Poutine à la télévision. Comme je l'ai dit précédemment, la Russie a accusé accepté de nouvelles réalités géopolitiques après l'effondrement de l'URSS. Nous respectons et continuons à respecter tous les pays nouvellement formés dans l'espace post-soviétique. Nous respecterons et continuerons à respecter leur souveraineté, et un exemple de cela est l'aide que nous avons apportée au Kazakhstan, qui a été confronté à des événements tragiques et à des défis pour son statut d'État et son intégrité. Mais la Russie ne peut se sentir en sécurité, ne peuvent se développer, ne peut exister avec une menace constante émanant du territoire de l'actuelle Ukraine. Elle s'avère même encore plus grave car Raphaël Grossi, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, déclare que le 25 mai, au forum de Davos, que l'Ukraine avait exposé 30 tonnes de plutonium et 40 tonnes d'uranium enrichi dans sa centrale de Zaporizhzhia. Et son agence se demandait ce qu'ils étaient devenus. Cette centrale est un objectif de l'armée russe dès le deuxième jour de son opération. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Mais en fait, ça montre bien que si on regarde vraiment à la loupe, simplement les jours qui précèdent cette invasion, entre guillemets, ou cette opération spéciale selon les différents vocabulaires, en fait, il y avait clairement des bombardements qui se faisaient sur une population. Et donc, il faut vraiment bien prendre compte tout ceci pour comprendre un peu comment ça s'est passé. Et évidemment, il faut revenir même en 2014 pour comprendre beaucoup plus loin l'amont de cette guerre. Donc, NCI, s'il vous plaît, invitez Patrick Passin, discutons de tout ça ensemble. On veut bien qu'il y ait des experts, qu'il y ait différentes voix, qu'il puisse y avoir des débats, mais on a envie en fait d'entendre plusieurs voix. On n'a pas envie d'entendre seulement toujours la même voix des Vatangais.